Bonjour à tous, au cours de cette vidéo on va traiter le TP1 relatif aux sockets non connectés. Il y a en fait dans les ressources que je vous ai communiquées deux codes C dans un répertoire, à savoir client echo.c et serveur echo.c. Ce que vous allez faire en premier lieu c'est, je débloque la machine virtuelle, c'est les consulter pour commencer. On va essayer donc d'expliquer le contenu ligne par ligne, comme on l'a fait dans la séquence relative au socket connecté. Donc là nous avons comme d'hab les includes, les studio.h pour les printf et les scanf et compagnie au cas où nous en aurons besoin. 6/sockets.h pour les sockets et les binds et compagnie. arpa/inet .h pour le h.s et le h.l, std.h pour le excite, string.h pour le strcopy, strlen au cas où nous en aurons besoin possiblement, une std.h pour les API systèmes du genre read ou write au cas où nous en aurons besoin également close, et in.h dans le netinet pour le struct socket DDR in, et le netdb.h pour la structure host int. D'accord. On va voir ensemble le contenu de ce fameux code. Le principe il est simple. Donc le client il va récupérer en tant qu'argument une chaîne de caractères, et cette chaîne de caractères elle va être envoyée vers le serveur. Tout simplement ça, on va implémenter uniquement ce scénario là. Pour la ligne 36 jusqu'à la ligne 42, on va déclarer les variables dont nous en aurons besoin. Donc là, nous avons le sockfd pour le descripteur du socket, le serve_addr pour l'adresse du serveur, il est du type struct socket_addr_in, ça n'a pas changé par rapport au mode connecté. La longueur de l'adresse du serveur, donc elle va être stockée dans une variable nommée serve_addr_len, qui est du type unsigned int, et un buffer pour l'emploi, à savoir le tableau de chaîne de caractères, ou le tableau de caractères, pardon, char buffer de taille max. D'accord. Et nous avons le numéro de port relatif au serveur de type unsigned short et l'adresse IP du serveur qui va être récupérée en tant que chaîne de caractères. D'accord. Et un compteur nommé count qui va être utilisé afin de désigner la longueur du message envoyé. Une structure nommée struct hostint, c'est un pointeur précisément, qui va accueillir les informations qui vont être renvoyées par le serveur DNS. D'accord. Première étape, on vérifie si on a le nombre d'arguments qui est correct, il devrait être supérieur strictement à 4 ou égal. Voilà. Si c'est strictement supérieur ou égal à 4, c'est bon. Sinon, on va afficher un message d'erreur et on arrête l'exécution avec l'excite. Il est à noter que le printf, elle va écrire dans un fichier. Son descripteur, c'est celui-là, c'est le stderr. D'accord, c'est le descripteur 2. Et on va mettre dedans bien sûr le message à envoyer qui peut être formaté comme dans le printf. On pourra utiliser les caractères spéciaux, %s, %d, %f, etc. etc. D'accord. Voilà. À partir de la ligne 51, on va commencer à préparer les informations nécessaires pour envoyer le datagramme UDP vers le serveur. Donc là, on va commencer par copier le premier argument, le argv1, dans l'adresse serveur IP. Donc on suppose maintenant dans le premier argument, nous devrions avoir l'adresse du serveur IP, ou ça peut être même une URL si par exemple vous avez un serveur qui est reconnaissable à travers des noms de domaine, des DNS. D'accord. Dans la ligne 53, on va récupérer le numéro de port relatif au serveur, dans le argv2. On le convertit en entier avec la TOUI, et par la suite on le place dans la variable serveur port. Dans la ligne 57, là on va créer notre socket en mode non connecté, la famille de protocoles c'est AIFINET, le mode
c'est le soc des grammes. Le protocole, c'est le protocole par défaut, donc on utilise la valeur 0 à cet effet. Bien sûr, si par malheur il y a un problème d'espace mémoire, on va savoir qu'est-ce qui peut se passer, d'accord? Donc ce socket-là, donc il va nous renvoyer une valeur qui est strictement inférieure à 0, c'est une erreur, donc là il faudra arrêter l'exécution, bien sûr, du programme. C'est hyper rare, mais ça existe parfois, d'accord? Dans la ligne 66, donc là on va afficher un petit message pour dire le socket il a été créé avec succès. Et juste après, donc dans la ligne 71, donc on va récupérer donc cette adresse-là qui est placée donc dans adresse serveur IP. On va la communiquer à la fonction getHostByName qui va nous donner la possibilité d'interroger le serveur DNS pour récupérer donc les informations requises pour se connecter au serveur en IP. Donc, ce qu'elle va nous renvoyer, c'est une structure de type struct host int, étoile, d'accord? Donc, c'est un pointeur vers ce genre de structure. Si par malheur, donc, ça n'a pas marché, problème réseau ou autre, d'accord? Donc là, on aura donc, un nul à l'intérieur de la variable qui contient la valeur de retour de getHostByName. Et du coup, donc là, il faudra afficher un message d'erreur, on arrête l'exécution. Si tout va bien, donc là, on pourra bien sûr donc exploiter les informations qui ont été récupérées à partir de getHostByName via la variable hash et on pourra récupérer l'adresse IP qui nous intéresse, d'accord? Et c'est ce qu'on va faire à partir de la ligne 81. Mais avant ça, donc on va placer dans la variable serve addr_len la longueur de serve addr ou la taille de la variable serve addr avec la fonction sizeof. Et juste après, donc là, on va commencer à récupérer les informations dont nous en aurons besoin pour se connecter au serveur via la variable hash. Donc le simFamily, donc elle peut être récupérée à partir de la variable hash via le champ hash addr_type. D'accord, donc il suffit de mettre hash flèche -6 supérieur hash-8 addr_type pour récupérer donc le simFamily qui nous intéresse, le simFamily relatif au serveur, d'accord. Et la ligne 82, elle va nous permettre de copier au fait l'adresse IP qui nous intéresse dans la structure qui va être utilisée pour envoyer au fait des données, à savoir donc le serve addr. Donc son premier paramètre, donc pour le même CPY, donc là c'est la variable destinataire, le deuxième paramètre c'est la variable source, et le troisième paramètre, c'est le nombre d'octets à copier. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, donc, du coup, c'est communiquer. Donc, comme premier paramètre, donc là, on doit placer l'adresse IP, à savoir donc le serve_addr.syn_addr.saddr. Et dans le deuxième paramètre, là où se trouve l'adresse IP qui a été récupérée, à savoir donc le hash flèche hashaddr list de 0. D'accord. Et bien sûr, la longueur, donc on pourra utiliser le sizeof de celle-là ou le hash flèche hashlength. D'accord. Juste après, donc là, on pourra préparer le numéro de port qui a été communiqué avec la variable donc serveport qui a été initialisé à argv2. D'accord. Et on le place dans simport de la variable serveaddr. Pour le reste des champs, donc on pourra les délaisser ou bien tout simplement on pourra les écraser par 0. D'accord. Donc le reste des champs c'est sin 0, d'accord, pourra être écrasé par la constante 0. Donc le nombre d'octets qui sont présents dans sin 0 c'est 8, c'est pour cette raison-là qu'on a placé au fait la valeur 8, d'accord, dans le troisième paramètre. Dans la ligne 90, donc là on va initialiser notre buffer avec la constante hexadécimale 0x00, on aurait pu mettre 0, donc c'est juste pour faire joli, d'accord, et pour vous montrer qu'on pourra utiliser même des constantes hexadécimales à travers cette notation 0x, d'accord. Dans la ligne 91, donc on va déclarer donc un compteur i dont nous aurons besoin pour pouvoir donc
concaténer à l'intérieur de la variable buffer les différents arguments qui ont été communiqués à notre programme. D'accord? Donc on va commencer à partir de la cellule 3, de la case 3, c'est-à-dire le troisième paramètre. D'accord? Et donc on va continuer donc jusqu'à la fin, à savoir donc le argc. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va prendre le argv de i et on va le concaténer à buffer via la fonction str4 qui existe dans string.h. D'accord? Donc au cas où par exemple la variable i elle est différente de la valeur finale, à savoir donc le argc, donc là, on va ajouter au fait un espace histoire de séparer donc les différentes chaînes de caractères qui ont été récupérées à partir des arguments. D'accord. Juste après, donc là, on va appeler la fonction SINTO comme comme vous l'avez vu dans le cours, à travers donc cette syntaxe-là. Donc SINTO, premier paramètre c'est le descripteur du socket, le deuxième paramètre c'est le buffer. Le troisième paramètre, c'est la longueur du buffer. Le quatrième paramètre, c'est des flags. Généralement, on utilise la valeur 0 par défaut. Et les deux paramètres restants, c'est des trucs relatifs à l'adresse, à savoir donc la structure, struct socketddr in, qui devra être casté en ce format-là, struct socketddr étoile, d'accord. Et bien sûr, donc la longueur de cette adresse-là, à savoir donc serve_addr lan. Et par la suite, donc, on aura au fait une valeur de retour relative à cette fonction-là, une fois que l'envoi il a été effectué ou non, on va savoir ce qui s'est passé. Donc, à savoir le nombre d'octets qui a été envoyé, d'accord, à travers cette fonction-là. Donc, si c'est égal à -1, donc c'est qu'il y a un problème d'envoi. Si c'est égal à 0, donc c'est qu'on est arrivé à se connecter, mais on n'a pas pu tout simplement envoyer des octets. Si c'est une valeur qui est différente de -1 ou de 0, généralement une valeur qui est strictement supérieure. Donc ça peut être tout simplement donc soit une valeur qui est exactement égale à la longueur du buffer. Dans ce cas-là, donc on va afficher un message pour dire le message ou le datagramme donc il a été envoyé avec succès. Dans le cas où nous avons envoyé un nombre d'octets qui est inférieur donc, strictement à la longueur du buffer, bien sûr, donc là l'envoi s'est effectué mais d'une manière partielle, d'accord. Et du coup, donc là, on va afficher un petit message d'erreur pour notifier notre utilisateur. À la fin, donc on va exécuter la fermeture du descripteur du socket et on va retourner 0. Ça, c'est pour le client. Et là, on va passer vers le code relatif donc au serveur. Qui est celui-là. Pour le serveur, donc les mêmes bibliothèques elles vont être incluses. On va utiliser également la même constante, le max, d'accord, pour désigner en fait la taille des buffers. Et par la suite, donc là, nous avons le bloc de déclaration des variables. Donc ça va changer par rapport au client évidemment. Nous avons besoin en fait d'un socket, donc il faudra le déclarer ici dans le ligne 35. Là, nous avons besoin en fait de deux variables, donc à savoir l'adresse du serveur et l'adresse du client, d'accord. Et une variable, donc c'est pas obligatoire de l'utiliser dans la ligne 38, mais bon, donc c'est facultatif, mais c'est une solution parmi plusieurs. C'est la longueur de l'adresse qui va être utilisée, d'accord. La ligne 39, donc elle va accueillir donc le buffer, la déclaration du buffer. La ligne 40, donc elle va accueillir donc la déclaration du port de serveur, le serveur porte. Pour le serveur, donc là, on va supposer que le nombre d'arguments devrait être au moins égal à 2. S'il est strictement inférieur à 2, donc là, il y a une erreur, on arrête l'exécution. Sinon, donc là, on prépare donc les différentes variables dont nous aurons besoin, à savoir donc le socket, le numéro de port, l'adresse donc sur lequel on va s'attacher, on va être bindé, même si c'est pas un verbe en français, mais quand même, donc on pourra l'utiliser.
Donc ça, c'est des trucs qu'on devrait préparer avant qu'on puisse commencer à effectuer des réceptions ou des envois par la suite. Donc dans la ligne 49, donc, on va récupérer le argv1. On suppose que ça, c'est le numéro de port. On le convertit à travers la TUI, comme on l'a fait dans le client. On crée le socket, d'accord, de la même façon que nous l'avons créé dans le client. Et dans la ligne 56, donc là, on va vérifier donc si le descripteur du socket il est strictement inférieur à 0. Si c'est le cas, c'est qu'il y a une erreur. Sinon, on continue comme d'hab. Et là, on va commencer à préparer l'adresse relative à notre serveur. La longueur de l'adresse, elle devrait bien sûr donc accueillir la taille du struct socket layering qu'on va utiliser via le sizeof. Par la suite, dans l'adresse, donc on devrait l'initialiser bien sûr donc à 0x00, d'accord. L'hygiène impose. Et juste après, donc là, on va préparer les trois fameux champs donc, de l'adresse du serveur. Pour le signe family, c'est le -net. Pour le signe addr.saddr, donc on va récupérer donc n'importe quelle adresse qui est disponible, d'accord. Donc on va une ADR donc elle va faire référence à l'adresse IP 0.0.0.0, d'accord, et qu'il faudra la convertir par la suite donc avec le h2nl pour qu'elle soit stockée ici. Et dans la ligne 68, donc là nous avons le SIM port qui est le serve port que nous avons préparé ici dans la ligne 49. On le convertit avec le h2ns, d'accord, pour pouvoir donc bien préparer notre bloc d'adressage. Une fois que ceci est fait, donc là on va attacher la structure applicative, à savoir le socket, à cette adresse là pour pouvoir par la suite utiliser le socket en tant que moyen de communication via le réseau. Si le bind ne s'est pas exécuté au niveau serveur correctement, on n'aura plus la possibilité d'exécuter des fonctions du genre receive from, des trucs ce genre là, d'accord. C'est pour cette raison là qu'il est important chez le serveur UDP d'exécuter au fait cette ligne là. Ce n'est pas faux d'utiliser au fait le bind au niveau du client, mais il faut pas oublier que le bind c'est quelque chose qui est obligatoire au niveau du serveur, d'accord. Donc dans la ligne 78 on exécute le bind. S'il y a un message d'erreur donc ou il y a un problème, donc elle va nous renvoyer une valeur strictement inférieure à 0. Donc là on affiche donc avec le p-error il y a un problème dans le bind et on renvoie une valeur négative selon le standard POSIX. D'accord. Juste après, donc dans la ligne 83, donc on va afficher un message pour dire donc le socket il a été attaché avec succès, histoire de rassurer un peu celui qui a lancé le serveur. Et dans la ligne 86, donc là on va continuer donc notre randonnée en préparant au fait les variables nécessaires pour accueillir les informations relatives au client. Donc là, on va commencer par la longueur relative à l'adresse du client, donc qui va être stockée dans longueur adresse, qui est égale à sizeof addr. Et par la suite, on initialise le contenu de cette variable-là, le client addr, avec du 0x00. Et juste après, donc là, on va initialiser également donc le buffer relatif au serveur avec les mêmes valeurs, à savoir le 0x00. Et juste après, donc là, on va exécuter le recv-from, qui est une fonction bloquante qui va nous permettre chez le serveur de récupérer les informations à partir de clients. D'accord. Elle a la même syntaxe que le Sento. Donc là, on va commencer avec le descripteur du socket. Par la suite, le buffer de réception, sa taille, ou disons donc le nombre maximum d'octets qui peut être reçu, des flags, et par la suite, donc l'adresse du client. Il est à noter qu'on n'a rien préparé ici. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas qui va nous envoyer au fait une information. C'est pour cette raison-là qu'on n'a pas touché au fait cette structure client ADDR comme ce que nous avons fait dans le serve ADDR. On va laisser l'alimentation des différents champs de la variable client ADDR à recv-from. Dès qu'elle va recevoir les informations
Donc elle va nous mettre donc les différents champs dont nous en aurons besoin, à savoir le SIM family, le SADDR et le SIM port, d'accord? Donc elle va placer les valeurs exactes issues des informations qui ont été envoyées vers le serveur dans cette structure-là. C'est pour cette raison-là d'ailleurs qu'on envoie ce paramètre-là par adresse à ce niveau-là, d'accord? Même chose ici à ce niveau-là, donc là on est en train de communiquer le paramètre longueur adresse par adresse, d'accord? Afin que le RECVFront puisse l'initialiser, puisse lui mettre la bonne valeur. Et la valeur de retour donc de RECVFront, donc elle va être placée dans la variable counter. Ce counter, s'il est égal à -1 ou 0, c'est qu'il y a un problème. Donc là, on affiche un message d'erreur. Sinon, tout est OK, d'accord? Donc là, on va récupérer au fait les informations, on va les afficher au niveau du serveur. Ça, c'est le job relatif à notre serveur. Il ne fait qu'afficher ce qui a été reçu, d'accord? Et par la suite, donc, on va fermer le descripteur du socket et on retourne 0. Donc, essentiellement, c'est ça le code qui existe dans les deux fichiers, client echo.c et serveur echo.c. Donc là, on va enchaîner avec ce qui est demandé dans le TPA. On peut demander de compiler donc, les deux via le GCC et d'exécuter donc le serveur via la commande, par exemple celle-là, // et serveur echo 5000. On suppose que vous allez donc donner bien sûr donc le nom serveur echo pardon, donc à l'exécutable qui va être issu de la compilation du serveur, d'accord? Donc on lance notre programme. Le terminal, c'est TP2, voilà, ls, cd, non, c, ls, cd, sauvegarde echo, ls, et voilà. Et du coup, donc là, on va compiler les deux. Mon O, serveur, echo. Voilà. Donc là, nous avons les deux programmes, client et serveur, echo. Juste pour vous montrer. Donc là, ça c'est le client. On a le droit d'exécution sur le trio. Même chose ici pour le serveur. Là, on va enchaîner avec l'exécution. Donc, serveur echo, le port 5000. Donc là, notre serveur il est en cours d'exécution. D'accord. Si on veut lancer le client, évidemment, donc il faudra lancer un autre terminal parce que là, on l'a lancé en mode blocage. Donc, il se bloque, le terminal se bloque jusqu'à ce que le serveur il se termine. Et il ne va se terminer évidemment que si seulement s'il reçoit un message de la part du client. D'accord? Donc du coup, le lancement du client il s'impose. Voilà. Donc on lance client. Donc la syntaxe, comme on l'a vu ici, donc l'adresse, le numéro de port et par la suite un nombre de caractères. Donc, on va utiliser le localhost. 5000, ça c'est le port du serveur. Bien sûr, donc celui-là c'est l'adresse IP du serveur. D'accord. Et juste après, donc là on va par exemple mettre bonjour et F4. Voilà. Donc là il s'est exécuté, il s'est terminé avec succès. De l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà.
le message reçu, c'est celui-là, bonjour F4 avec succès, 11 octets, et bim, là, et c'est terminé correctement. Si on va lancer le client sans pour autant en fait lancer le serveur, donc c'est intuitif, bien sûr, donc le client ne va pas être bloqué, c'est pas comme le serveur. Donc il va envoyer des messages, même s'il n'a pas été reçu, il s'en contrefiche. Voilà. Il a envoyé, si ce n'est pas reçu, donc il s'en fiche. Ça c'est la nature du protocole UDP qu'on est en train d'utiliser. C'est un protocole de communication qui n'est pas fiable, évidemment. D'accord. Lancer le serveur à 2 reprises en doublant la commande et en mettant les 2 commandes et commerciales. Que se passe-t-il? Voilà, donc là on va utiliser, disons, le même numéro de port pour voir ce qui se passe. Slash serveur, echo, port 5000 et slash serveur echo, port 5000. Voilà. Le premier, elle a été lancé avec succès, le second, elle a été lancé avec succès, mais quand on fait le bind, et là, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que le port 5000, il a été déjà attribué à la première instance du serveur, celle qui est à gauche. D'accord? Donc, si on veut les lancer, donc évidemment, donc il faudra faire en sorte que on utilise au fait d'autres ports. D'accord? On pourra les lancer de cette façon-là, par exemple. Voilà, là, les 2 instances, au fait, elles sont en train de marcher. Non, histoire d'arrêter l'exécution du premier. Voilà. Il faudra lui envoyer un message. Voilà, donc ça c'est pour la question 5. Si on va en lancer le même serveur ou 2 programmes sur le même numéro de port, le premier il va réquisitionner le port et le second bien sûr il va être bloqué par le système et du coup donc il ne pourra plus avancer. Donc dans la question 6, on vous demande d'afficher la liste des ports réservés via la commande cat /etc/service. Donc dans les systèmes de la famille Debian, généralement donc on trouve en fait l'ensemble des ports qui sont utilisés par les services par défaut du système dans ce fichier de configuration. D'accord? Il suffit juste d'exécuter. Donc, voilà. Donc là, vous avez en fait tous les démons, tous les services qui vont être lancés par le système et les différents ports qui sont en train d'être utilisés à cet effet. D'accord? Donc si par hasard donc on voudra utiliser donc un port et qu'on n'est pas sûr s'il est réquisitionné par le système ou bien non, donc on pourra coupler donc, ça par exemple avec la commande grep. Si ça affiche rien, c'est que c'est OK. Donc c'est pas réservé par le système. Si ça affiche quelque chose, comme ça là par exemple, voilà, donc là on pourra pas l'utiliser. D'accord? C'est bon? Bon, on enchaîne. Donc on vous demande d'afficher le port affecté au client via l'instruction. Donc c'est printf, le port attaché au socket du client et %d, client ADDR.simport. Et ça c'est au niveau du serveur. D'accord? Donc rien de plus simple. Donc on va vers le serveur. Voilà, de toute façon on est déjà devant. Que penser tâche. Et là, on va chercher le RECV from. D'accord? Et on va mettre cette fameuse chaîne de caractères pour /n. Et là, on va mettre le client ADDR.simport. Voilà.
on compile le programme gcc serveur echo.c serveur echo. Voilà. J'espère que j'ai bien sauvegardé le truc. Une fâcheuse tendance à oublier la sauvegarde. Voilà, là on est sûr. Je recompile. Slash serveur echo par 5000. Hop là. Et de l'autre côté, donc je vais envoyer donc slash client 57.0.0.1 le port 5000 ppp par exemple. On vérifie du côté de serveur ce qui s'est passé. Donc le port associé au serveur. Enfin, le port associé au serveur. J'aurais dû mettre le client. Voilà. Donc c'est 8925. Ça a été attribué par défaut par le système à notre client. D'accord. Donc pardon, j'aurais dû écrire comme ça. Voilà. Donc on vous demande juste après dans la ligne 8 d'afficher au fait tous les sockets UDP donc, qui sont en cours d'utilisation via la commande socket status ou socket statistics. Chacun il appelle ça à sa façon, c'est le SS. En lui communiquant en fait les paramètres -U pour le UTP, -A, -P et identifier le socket du serveur. Donc si on veut le faire, bien sûr on suppose que le serveur il est en cours d'exécution, sinon bien sûr il ne va pas être affiché. Donc là il marche. Et de l'autre côté, donc on va exécuter le ss-u, -a, -p et bim. Voilà, c'est celui-là. Serveur echo, le pit c'est ça, et ainsi de suite. D'accord. C'est là on est en train d'utiliser en fait la mode UDP, le mode non connecté. Bon. Là, on vous demande de rédiger au fait deux codes C Linux qui permettent de créer un client et un serveur en mode UDP. Et le client, donc, il envoie une chaîne au serveur et le serveur, il va inverser la chaîne et la renvoyer comme résultat au client. Ok, donc je l'ai fait de toute façon auparavant et ça existe dans votre répertoire de correction. Donc, on va directement vers le répertoire correction. Dans le répertoire socket diagramme inversé. Ça, c'est le serveur et ça, c'est le client. Bon, pour le code, la première partie, c'est la même chose que ce que vous avez vu dans le serveur echo. J'ai rien changé. Mais par la suite, à la fin, donc, j'ai changé quelques petits trucs, évidemment. D'accord? C'est juste pour respecter, bien sûr, donc l'énoncé de l'exercice. Donc, un petit contrôle d'erreur au départ. Et par la suite, ce que je vais faire à la fin, c'est exécuter un EURECV from côté client pour récupérer la chaîne de caractères inversée. Je vais la placer encore une fois dans buffer. Et par la suite, donc là, je vais l'afficher. D'accord? Donc ça, c'est un petit contrôle d'erreur. Si on n'a rien reçu comme d'hab, c'est qu'on a reçu 0 caractère. Donc on peut afficher un message d'erreur. Sinon, donc, on va afficher au fait la chaîne inversée. D'accord? Et du côté du serveur, donc là, on a développé au fait une petite fonction nommée inversée qui va accepter au fait deux paramètres, à savoir le chaîne à inverser et le résultat de l'inversion. Le premier paramètre, c'est la chaîne à inverser et le deuxième paramètre, c'est le résultat de l'inversion. Donc on aura besoin d'un contour I à cet effet et on va parcourir en fait la chaîne de caractères, donc CH1, de 0 jusqu'à la fin, à savoir le strlen de CH1, et on va incrémenter le 1, le compteur I. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans CH2 de I le CH1 de strlen de CH1
moins i moins 1. D'accord? Donc ça, c'est le jeu au fait de compteur ou la formule qui va être appliquée donc sur le compteur afin de pointer donc à chaque fois sur l'élément qui est opposé par rapport au milieu. D'accord? Et à la fin, bien sûr, donc de l'exécution de la boucle for, donc là, on va exécuter le CRH2 de i, elle reçoit anti-slash 0. Donc, pour que ça soit un peu plus clair, donc je vais mettre les accolades. De toutes les façons, on n'en a pas besoin vu que, en fait, il y a une seule instruction dans la boucle for. D'accord? Mais c'est bon, ça va être plus clair de cette façon-là. Donc, côté serveur, même principe. Donc, on va commencer avec le même jeu d'instructions. Et par la suite, donc là, on va exécuter le premier receive from, on récupère en fait la chaîne A inversée. On va effectuer le contrôle d'erreur. Et bien sûr, donc, si tout va bien, donc on va exécuter la fonction inversée avec les deux paramètres, le buffer qui a été récupéré à partir du client, et le résultat, on va le placer dans une chaîne de caractères nommée buffer inverse. D'accord? Et par la suite, on va envoyer à notre client cette fois-ci. D'accord? Donc, la chaîne de caractères buffer inverse qui a la longueur strlen de buffer inverse avec le send2. D'accord? Un petit contrôle d'erreur et si tout va bien, donc on arrête l'exécution de notre serveur avec un close et un return. D'accord? Donc ça c'est le deuxième code. Bon, donc là il faudra un moment d'écran. Voilà. On compile comme d'hab. Inverser client UDP, moins haut. Client inversé. GCC. Ah, pardon. Inversé. Serveur. Moins haut. Serveur inversé. Voilà. On fait notre ls. Nous avons nos deux programmes. Le client inversé, le serveur inversé. Et là, on lance le serveur. Par exemple sur le port 5005. Voilà. Avant que je me lance, donc, je vais faire en sorte d'exécuter le ss-u-a-p. J'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Ça, c'est le port que je vais utiliser. C'est bon, il n'est pas utilisé. D'accord? Donc là, je peux me permettre de lancer mon programme. Donc ça, c'est mon serveur. Et de l'autre côté, donc, on va aller vers notre client. cd 2./2. cd correction. cd sauvegarde inversé. Et /client inversé. 127.0.0.1, 5005 et je vais lui mettre un AZERTY tout simplement. Si tout va bien, on devrait avoir l'inverse. C'est ça. Y-T-R-E-A-Z. D'accord? Voilà, donc notre programme il marche. Le couple client-serveur il fonctionne correctement. On vous demande de transformer votre code de telle sorte que le serveur maintenant il peut traiter plusieurs requêtes. Donc là, il faudra donc soit utiliser des forks pour créer des process fils, ou bien tout simplement donc on pourra faire en sorte d'utiliser les threads. Comme vous les avez pas vus d'ailleurs donc dans la programmation c'est Linux, donc là on va omettre cette partie-là. Le truc le plus optimisé donc normalement c'est l'utilisation des threads. Mais compte tenu du manque au fait de connaissances, on devrait bien sûr donc utiliser
les process. Bon, pour la dernière question, donc ce qu'il faut faire, c'est implémenter le comportement d'un véritable serveur. Donc là, on devrait boucler indéfiniment, donc, en attendant la requête des clients. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement mettre le while 1, donc pour implémenter le comportement du serveur, en partant de la ligne 97, donc là où l'attachement s'est effectué avec succès. Et par la suite, à chaque fois qu'on va faire un recv from, donc on contrôle les erreurs, bien sûr. Donc là, on va lancer un processus fils qui va donc s'occuper du renvoi du résultat. D'accord? Donc c'est lui qui va exécuter l'inversé et bien sûr c'est lui qui va envoyer le résultat à la fin. D'accord? Et bien sûr, donc une fois que ceci est fait, donc là on va reboucler encore une fois. Faut pas oublier le Excel 0, c'est très important, sinon on aura fait une cascade de process qui vont être lancés. Ça, c'est au niveau du fils, ce n'est pas au niveau du père. D'accord? Voilà. Donc là, on n'a qu'à recompiler le code, inverser. Oh, pardon. Oh là là. Tracé, inverser, serveur, UDP, forket.c.o, serveur, echo, forket, par exemple. Compile, serveur, echo, forket, 5005. Il est lancé. On lance le client de l'autre côté. Client inversé 127 0.0.1 pour 5005 et par exemple 0 petit. Voilà. On vérifie de l'autre côté s'il y a eu un affichage. Oui. Inversion de la chaîne. Et déjà, il est en cours d'exécution encore. On pourra relancer en fait une autre commande. Donc, par exemple. Voilà, et il va continuer à s'exécuter. À chaque fois, il va lancer un process fils à cet effet. D'accord? Voilà. Voilà, merci à tous. Donc, j'espère que vous allez en profiter de cette séquence vidéo. N'hésitez pas à poser des questions au cours des séances si vous avez des trucs qui ne sont pas clairs. Merci.